Mesdames et messieurs, bonsoir. À 15 heures au Caire, à l'heure de notre journal en langue française. Et tout de suite, les principaux titres. Le Premier ministre Moustapha Madbouli effectue une tournée dans le gouvernorat de Suez et la zone économique du canal de Suez. Le 58e convoi de Zed El Izza entre dans la bande de Gaza avec 423 camions transportant des tonnes d'aide alimentaire. Le président américain Donald Trump consigne un accord de cessez-le-feu entre le Cambodge et la Thaïlande lors de sa tournée asiatique. À la une des actualités, le président Abdel Fattah el-Sisi qui a assisté hier soir à un spectacle intitulé « La patrie de la paix » à l'occasion des célébrations de la victoire d'octobre, une célébration grandiose tenue à la Cité des Arts et de la Culture dans la nouvelle capitale administrative avec la participation de nombreuses célébrités égyptiennes et arabes. Le thème étant de transmettre au monde un message clair sur le rôle axial que joue l'Égypte pour préserver la paix. Lors de son allocution, le président el-Sisi a rappelé la valeur du mois d'octobre chez les Égyptiens, rappelant cet esprit de victoire. Une victoire réalisée non seulement par la force de l'armée, a ajouté le chef de l'État, mais aussi par la force et la détermination du peuple égyptien qui refuse toute défaite. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a mené aujourd'hui une tournée dans le gouvernorat de Suez où il a inauguré le projet de récupération des gaz pour la production de gaz de pétrole liquéfié à la raffinerie de la société Nasr Petroleum dans le gouvernorat de Suez. Cette tournée coïncide avec la célébration de la 52e journée nationale du gouvernorat de Suez. Le chef du gouvernement a également inspecté les travaux de modernisation et d'augmentation de la capacité de production de cette raffinerie historique, la plus ancienne d'Égypte et de la région, fondée en 1911. Il a écouté à une explication détaillée du ministre du Pétrole et des Ressources minières, l'ingénieur Karim Badawi, qui a expliqué que ce projet représentait une avancée majeure tant sur le plan économique qu'environnemental. Selon lui, ce projet permet en effet de maximiser la valeur ajoutée des gaz issus des unités de production, en les récupérant plutôt qu'en les brûlant, afin d'en extraire des produits pétroliers à haute valeur. La tournée du Premier ministre au gouvernorat de Suez comprend l'inspection de plusieurs projets de développement de santé et de l'éducation. Elle comprend également l'inauguration de nouveaux projets dans la zone économique du canal de Suez à El Sokhna. Le Croissant Rouge égyptien a annoncé que le 58e convoi de Zed El Izza est entré aujourd'hui dans la bande de Gaza, incluant quelques 423 camions d'aide humanitaire. Selon le Croissant Rouge, les camions du convoi transportaient 10 000 tonnes d'aide humanitaire urgente, incluant 300 000 paniers alimentaires, 540 tonnes de farine, plus de 3 000 de matériels médicaux ainsi que 1 800 tonnes de produits pétroliers. Ces aides humanitaires s'inscrivent dans le cadre des efforts que déployait l'Égypte pour soulager la souffrance des Palestiniens dans la bande de Gaza. Des sources médicales dans la bande de Gaza ont annoncé que le bilan des morts de l'agression israélienne s'élevait à 68 519 martyrs et 170 382 blessés depuis le 7 octobre 2023. Sur le terrain, des rapports ont indiqué que 2 personnes ont été blessées lorsque les forces d'occupation ont bombardé un véhicule civil à Bani Souaïla, à l'est de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza. Un enfant a également été grièvement blessé par des tirs de l'occupation au nord-ouest de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Les sources palestiniennes ont également rapporté que les forces d'occupation israéliennes ont détruit des immeubles résidentiels à l'est de Khan Younis. Elles ont ajouté que l'artillerie israélienne avait ciblé les zones orientales de Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza.
Passons au Liban où une personne a été tuée et une autre blessée aujourd'hui par une frappe israélienne dans le sud du pays, dans le district de Nabateya. L'armée israélienne a pour sa part annoncé dans un communiqué avoir tué un commandant de l'unité anti-char d'El-Radouane, force d'élite du Hezbollah. Cette frappe était intervenue au lendemain d'une série de raids sur le sud et l'est du Liban qui ont visé, selon Israël, le Hezbollah et fait 4 morts, dont une femme. Le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, a annoncé aujourd'hui qu'il retirait toutes ses forces de Turquie vers le nord de l'Irak, pressant aussi Ankara de prendre sans délai des mesures juridiques pour sauver le processus de paix entamé il y a un an. Le mouvement kurde a simultanément diffusé une photo montrant, selon lui, 25 combattants, dont 8 femmes, se trouvant désormais dans le nord de l'Irak après avoir quitté la Turquie. Le PKK, dont le chef est emprisonné depuis 1999, a appelé aujourd'hui la Turquie à prendre des mesures juridiques nécessaires à la poursuite du processus de paix et à permettre l'intégration de ces militants dans la vie politique. Sur un autre plan, la Russie a annoncé aujourd'hui un essai final réussi de son missile de croisière à propulsion nucléaire Burevestnik, une arme unique en pleine offensive en Ukraine, et incertitude sur une nouvelle rencontre entre Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump. Lors d'une réunion avec des responsables militaires, le président russe a déclaré que des tests décisifs sont désormais achevés, ordonnant de commencer à préparer les infrastructures pour mettre en service cet armement dans les forces armées russes. Poutine a affirmé que c'est une création unique à une portée illimitée que personne d'autre dans le monde ne possède. Lors du dernier essai, le 21 octobre, le missile Burevestnik a passé dans l'air environ 15 heures en survolant 14 000 km. Les caractéristiques techniques du Burevestnik permettent de l'utiliser avec une précision garantie contre des sites hautement protégés situés à n'importe quelle distance. Et en Ukraine, des drones russes sur Kiev a fait aujourd'hui 3 morts et près d'une trentaine de blessés, dont 6 enfants. L'attaque a également causé de nombreux dégâts matériels et des feux se sont déclarés dans plusieurs appartements d'un immeuble avant d'être éteints. Dans le quartier de Bolonsky, des débris de drones sont tombés sur un immeuble de 16 étages, selon le maire de Kiev. Cette attaque survient au lendemain de bombardements des Russes sur l'Ukraine qui ont tué 4 personnes et blessé une vingtaine d'autres dans la nuit de vendredi à samedi. Le président américain Donald Trump a consigné aujourd'hui un accord de cessez-le-feu entre le Cambodge et la Thaïlande, peu après son arrivée en Malaisie, première étape d'une tournée asiatique durant laquelle il doit rencontrer son homologue chinois Xi Jinping. Cet accord, qui fait suite à des affrontements meurtriers cet été, a été signé à Kuala Lumpur par les premiers ministres cambodgiens et thaïlandais, en compagnie du président américain et du premier ministre malaisien. L'accord prévoit notamment la libération de 18 prisonniers cambodgiens. Le Cambodge et la Thaïlande se sont affrontés à leurs frontières durant 5 jours en juillet lors de combats menés par leurs troupes au sol, leur artillerie et leur aviation. Ils ont fait au moins 43 morts et provoqué l'évacuation de plus de 30 000 civils. Les deux pays d'Asie du Sud-Est avaient conclu un accord de cessez-le-feu fin juillet, à la suite notamment d'une intervention de Donald Trump. Les États-Unis et la Chine sont parvenus en Malaisie à un consensus préliminaire pour régler leurs différends commerciaux, a indiqué aujourd'hui à Kuala Lumpur l'un des principaux négociateurs chinois, quelques jours avant un entretien entre les dirigeants des deux pays. Après 2 jours de discussions bilatérales dans la capitale malaisienne, le représentant chinois pour le commerce international et vice-ministre du commerce, Li Qinggang, a indiqué à la presse que la Chine et les États-Unis ont examiné de manière constructive des solutions appropriées aux questions qui préoccupent les deux parties, parvenant à un consensus préliminaire.
Le président américain Donald Trump, qui a décidé cette semaine de rompre les relations commerciales avec le Canada à cause d'une publicité contre les droits de douane américains, a annoncé hier l'ajout de 10% supplémentaires contre les importations canadiennes qui étaient déjà concernées. Trump faisait référence à une campagne publicitaire produite par la province canadienne de l'Ontario qui a été diffusée vendredi soir à l'occasion du premier match très suivi de finale du championnat nord-américain de baseball. Cette publicité utilisait des extraits d'un discours de Ronald Reagan dans lequel l'ancien président américain mettait en garde contre certaines conséquences que des droits de douane élevés sur les importations étrangères pourraient avoir sur l'économie américaine. La publicité a provoqué l'ire de Donald Trump qui a dénoncé un comportement scandaleux et a annoncé la rupture à effet immédiat des négociations commerciales avec Ottawa. En infériorité numérique dès le quart d'heure de jeu, l'Ahli a puisé dans ses ressources pour venir à bout d'Aigle Noir du Burundi 1-0 hier au Caire et décrocher sa qualification pour la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF grâce à un succès cumulé de 2-0 sur l'ensemble de 2 matchs. Un commentaire. La tempête Melissa, renforcée en un puissant ouragan, poursuit aujourd'hui sa route meurtrière dans les Caraïbes, menaçant la Jamaïque et l'île d'Hispaniola, partagée entre la République dominicaine et Haïti, où elle a causé la mort de 4 personnes. Accompagnée de vent atteignant 120 km/h, la tempête Melissa devrait connaître une intensification rapide et devenir un ouragan majeur au cours de la journée, a prévenu le Centre américain des ouragans NHC, basé en Floride, aux États-Unis. Élevé à la catégorie 3 sur une échelle qui en compte 5, l'ouragan a fait 3 morts en Haïti et 1 en République dominicaine, où un adolescent est porté disparu selon les autorités locales. 9 des 31 provinces du pays sont en vigilance rouge pour des risques d'inondations subites, des crues et des glissements de terrain. Melissa progresse maintenant vers la Jamaïque et devrait balayer l'île pendant plusieurs jours avant de remonter vers le nord et de menacer Cuba. Vendredi, le Premier ministre jamaïcain a exhorté les habitants des zones sujettes aux inondations à tenir compte des avertissements et à se préparer à évacuer. L'aéroport international Norman Manley, qui dessert Kingston, a annoncé sa fermeture samedi soir et a demandé au public de ne pas s'y rendre. L'agence gouvernementale Jamaica Information Service a indiqué samedi que tous les ports maritimes étaient également fermés. Les pluies liées à Melissa ont déjà submergé plusieurs routes de la capitale jamaïcaine, selon des images diffusées par les médias locaux. Le NHC s'attend à ce que les vents violents et les fortes pluies provoquent des crues soudaines et des glissements de terrain en Jamaïque et en Haïti. Melissa a constitué la 13e tempête tropicale de la saison dans l'Atlantique qui s'étend de début juin à fin novembre. Mesdames et messieurs, fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée.